Ok, bon, bonjour chers aînés. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire une présentation sur les spondylodiscites, tuberculeuses et non tuberculeuses. Bon, je me nomme Rondo Djadé Credomidas, étudiant en 8e année de médecine à Dakar. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons parler des généralités, aborder tout d'abord, définir le sujet, parler de l'intérêt, ensuite parler de quelques rappels physiopathologiques et anatomiques. Ensuite, on suivra le chapitre diagnostic où nous parlerons du diagnostic positif, du diagnostic différentiel et du diagnostic étiologique. Ensuite, nous allons aborder le traitement et avant de conclure, nous allons parler de l'évolution ainsi que du pronostic. Les spondylodiscites tuberculeuses et non tuberculeuses sont les deux grandes entités des spondylodiscites bactériennes. Il s'agit d'une ostéoarthrite vertébrale due à la localisation d'un agent microbien au niveau du tissu osseux du corps de la vertèbre associée à une atteinte discale. Elle est fréquente dans nos pays, surtout avec un regain d'actualité dû au VIH. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Et pour la forme tuberculeuse, nous avons la prévention par la vaccination au BCG. Sur le côté épidémiologique, la spondylodiscite tuberculeuse, la fréquence elle est de 3 à 5% de l'ensemble des tuberculoses, 15 à 20% des tuberculoses extrapulmonaires, 40 à 50% des ostéoarthrites tuberculeuses. Et puis, nous avons une recrudescence dans les pays développés. Le terrain. L'âge moyen de 40 ans sans nette prédominance de sexe. Les facteurs favorisants sont notamment les antécédents de tuberculose, la notion de comptage tuberculeux, l'hygiène de vie du patient ainsi que l'immunodépression. Concernant la spondylodiscite non tuberculeuse, la fréquence est difficile à évaluer faute de données au niveau de la littérature. Le terrain, il s'agit le plus souvent d'un adulte jeune, âgé avec une prédominance masculine 60 à 70%. Les facteurs favorisants. Il s'agit des procédures diagnostiques et thérapeutiques, à savoir les endoscopies, le cathétérisme, les chirurgies ainsi que les infiltrations. Le terrain aussi est impliqué, à savoir c'est chez les patients qui ont un terrain fragilisé, oui, c'est notamment les immunodéprimés. La porte d'entrée, soit c'est une septicémie, elle peut être aussi urinaire ou gynécologique. Appel anatomique. Notons que la vertèbre peut être divisée en 5 parties. Nous avons les vertèbres cervicales qui vont de C1 jusqu'à C7. Ensuite, nous avons les vertèbres thoraciques de T1 jusqu'à T12. S'ensuit les vertèbres lombaires de L1 à L5. Et pour finir, nous avons le sacrum, qui sont les vertèbres soudées de S1 à S5 et en dernière position, le coccyx. Nous notons ici, quand nous prenons la coupe d'une vertèbre, nous pouvons voir ici le processus épineux, ici la lame, nous avons le pédicule qui est là, et nous avons le corps vertébral. Et ici, nous avons le canal vertébral par où passe la moelle épinière. Notamment pour la physiopathologie, comment se passent les spondylodiscites tuberculeuses? Dans la majorité des cas, après propagation par voie hématogène, l'infection débute par la partie antérieure d'une vertèbre. Cela entraîne par la suite une destruction du corps vertébral qui est fragilisé, qui s'écrase avec des lésions discales. Ensuite, on a maintenant fait une réparation entraînée par la fusion des vertèbres. Cette fusion se fait de façon lente, à terme de synostose. Après les lésions vertébrales, nous avons l'abcès froid, qui est une collection de pus épais entourée d'une coque bilatéraux intra- ou extra-rachidien migrateur avec une possibilité de fistulisation. Pour la spondylodiscite non tuberculeuse, nous avons la contamination directe, souvent iatrogène, soit par chirurgie pour hernie discale lombaire, infiltration ou discographie. Le délai d'incubation des germes est souvent court, moins de 15 jours, et la contamination hématogène à distance aussi est possible par voie artérielle le plus souvent, mais peut être aussi veineuse. En ce qui concerne le chapitre diagnostic, les signes cliniques.
Pour le tableau clinique, pour la spondylose ici tuberculeuse, à l'interrogatoire, nous allons rechercher notamment le mode de début, qui est le plus souvent progressif, subaigu ou chronique, pouvant évoluer de quelques semaines à quelques mois, en moyenne 6 mois. Et il faudra rechercher les antécédents chez le patient, notamment les facteurs de risque. Les signes fonctionnels, notamment, ce sont des douleurs au niveau du rachis qui sont fixes et rebelles. Ces douleurs sont plus souvent mécaniques, mais peuvent être aussi mixtes. Nous avons les signes généraux, à savoir la fièvre, la frisson, sueur nocturne, asthénie, anorexie, amaigrissement. Parfois, ces signes peuvent être absents dans la forme subaiguë. À l'examen physique, il faudra voir la colonne rachidienne, voir s'il y a une déformation, une raideur. À l'examen neurologique, il faudra rechercher un syndrome lésionnel, ainsi de même qu'un syndrome sous-lésionnel. Et il est important d'éliminer des signes de complications neurologiques, à savoir la compression médulaire ou le syndrome de queue de cheval. Il faudra aussi rechercher s'il y a la présence d'un souffle cardiaque pour guetter une endocardite bactérienne associée. Toujours dans le tableau clinique, nous avons les formes symptomatiques qui sont déficit neurologique dans les 2 tiers des cas, avec déficit neurologique dans les 1 tiers des cas. Déformation du rachis. Chez les sujets âgés, nous avons une longue évolution avec une altération de l'état général, ce qui peut simuler un tableau néoplasique métastatique. Pour les formes topographiques, nous avons la forme crânio-rachidienne, nous avons la forme cervicale, la forme thoracique, la forme lombaire, et puis nous avons la spondylite, sans atteinte distale. Les formes compliquées, il s'agit des formes multiviscérales, les formes avec fistulisation, les surinfections et les formes engageant le pronostic vital. Pour la spondylite non tuberculeuse, il faudra aussi rechercher le mode de début qui est dans ce cas plus court et plus bruyant, souvent aigu, évoluant en quelques jours. Il faudra aussi rechercher les antécédents, notamment les facteurs favorisants. Au niveau des signes fonctionnels, nous avons toujours la douleur au niveau du rachis, qui est cette fois-ci une douleur à caractère inflammatoire. Au niveau des signes généraux, nous avons la fièvre au premier plan. Pour l'examen physique, il faudra examiner la colonne vertébrale, voir s'il y a une déformation, une raideur ou une douleur. L'examen neurologique aussi devra rechercher le syndrome lésionnel et sous-lésionnel. Et dans ce cas, la recherche d'une porte d'entrée doit être faite. Les examens complémentaires. À la biologie, il s'agira de demander l'IDRT, l'intradermoréaction à la tuberculine. Rechercher un syndrome inflammatoire non spécifique avec une VS élevée, une CRP élevée. Tester, doser le taux d'alpha-2-globuline. Vérifier s'il n'y a pas une hyperleucocytose à la NFS, ce qui n'est pas toujours constant. Maintenant, notons que l'absence de syndrome inflammatoire ne doit jamais écarter le diagnostic si les arguments cliniques sont présents. À la radiographie standard, notamment à la radio, nous avons souvent un retard clinico-radiologique. Les clichés doivent être faits de face et de profil. Nous pouvons noter un pincement discal, des érosions, des géodes sous-chondrales, des tassements cunéiformes et puis des images d'abcès. Il s'agit souvent de fuseaux opaques paravertébrales. Rarement, nous avons des spondylites pures sans atteinte discale. Donc, sur cette radiographie, nous avons un pincement discal au niveau de D9, D6. Là, à ce niveau. Sur cette radiographie, par contre, nous avons une destruction des corps vertébraux au niveau des vertèbres L4, L5, à ce niveau. L'IRM, c'est l'examen de choix. L'intérêt, ça permet de localiser l'infection, l'extension osseuse vertébrale discale et paravertébrale. Ça permet de guider les gestes biophysiques. Les coupes, il s'agira de coupes sagittales, frontales et axiales. En mode T1, on a un hyposignal du disque et des plateaux vertébraux. En mode T2, on a un hypersignal du disque et des plateaux vertébraux. Il y a aussi le mode T1 avec ingestion du gadolinium. On a une prise de contraste du disque avec abcès paravertébral et notamment on peut avoir une épidurite. Par exemple, dans ce cas, il s'agit d'une IRM en séquence T1, hyposignal. On a une destruction du plateau
inférieur de L1, du plateau supérieur de L2 et un effondrement partiel du disque. Ici, il s'agit d'un IRM en 51, toujours avec injection du gadolinium qui montre une épidurite. L'intérêt de la scintigraphie et du scanner. Bon, le scanner, la scintigraphie peut être notamment réalisé dans notre contexte, surtout avec l'absence de l'IRM. La performance notamment diminuée. On a une difficulté d'interprétation. Pour la scintigraphie, elle peut être sensible parce qu'on peut avoir une hyperfixation segmentaire qui permet de guider les coupes du scanner. Ce n'est pas très spécifique. Le scanner peut montrer notamment une destruction osseuse ou sur un abcès paravertébral. Notons qu'un scanner normal n'élimine pas le diagnostic de spondylodicite, car l'examen de choix reste l'IRM. Si on récapitule tout ça dans un tableau, pour la spondylodicite non tuberculeuse, le début est souvent à gemme banale, le début est souvent brutal, la porte d'entrée peut être variable, elle doit être recherchée, les signes généraux sont très marqués, nous avons une perturbation biologique, notamment avec une hyperleucocytose, nous avons une rapidité d'évolution à la radiographie et on a souvent une collection paravertébrale. Pour la spondylodicite tuberculeuse, le début est plus progressif. On a un foyer de BK, de bacille de Koch en évolution. On a souvent des antécédents de tuberculose, notamment pulmonaire. Les signes généraux ne sont pas très marqués, mais on a l'amaigrissement qui est là. On a l'IDR, l'intradermoréaction à la tuberculose qui vire. On a une lenteur d'évolution des signes radiologiques. Et puis, on a les collections paravertébrales plus que dans les formes à gemme banale. Le diagnostic différentiel se fera notamment avec les dysarthroses, les spondylodicites rhumatismales, les rachis ostéoporosiques, les tumeurs vertébrales primitives ou métastatiques, les kystes hydatiques du rachis, les séquelles de la maladie de Sherman et puis les malformations congénitales. Là, on a une IRM qui montre une compression de la moelle dorsale par une tumeur arrondie située dans le canal vertébral, qui est notamment un diagnostic différentiel. Le diagnostic étiologique pour la spondylodicite tuberculose. Le germe, il s'agit du Mycobacterium tuberculosis BK. C'est un bacille acido-alcoolo-résistant, notamment positif à la coloration de Ziehl-Neelsen, et la culture se fait en milieu de Losten-Jensen. Pour la spondylodicite non tuberculeuse, le germe le plus mis en avant, c'est le staphylocoque doré ou Staphylococcus aureus dans 50% des cas. Le streptocoque et les bacilles à gram négatif, notamment Escherichia coli, suivent 10 à 20% des cas. La brucellose avec Brucellia melitensis, c'est rare. C'est plus souvent au niveau de la Méditerranée et puis les professions à risque. Nous avons la salmonellose aussi qui peut être impliquée et notamment des mycoses, à savoir la Candida albicans, Aspergillus et Cryptococcus. Nous allons aborder le volet du traitement. Le but est de stériliser le foyer infectieux, de faire une décompression radiculomédulaire, une immobilisation, d'assurer la stabilité rachidienne et d'éviter les complications. Comme moyens médicaux, nous avons les antalgiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antituberculeux, les antibiotiques, la kinésithérapie, de même que la chirurgie. Pour la spondylodicite tuberculeuse, le bilan, il faut faire un bilan pré-thérapeutique pour vérifier la toxicité, notamment un bilan hépatique, rénal, ophtalmologique et otologique. Le molécule utilisé, il s'agit notamment de l'isoniazine, la rifampicine, la streptomycine, la pyrazinamide et l'éthambutol. Le schéma thérapeutique est de 2 mois de RHZE ou de SRHZ et 7 à 10 mois de RH. Le traitement pourra aller de
10 mois à 12 mois. Pour les infections extra-hospitalières, nous avons préféré les péni-M et les aminosides. Pour les infections hospitalières, il s'agira de faire une triple association à base de glycopeptides, de céphalosporine de 3e génération et d'aminosides. Pour la brucellose, l'association sera faite de rifampicine et de cycline, avec une durée de traitement de 3 à 6 mois, voire plus. Pour les mycoses, ça sera notamment les antimycosiques. Pour les indications, si nous n'avons pas d'atteinte neurologique, il faudra faire une biopsie scano-guidée, à défaut isolement du germe par d'autres prélèvements. Drainage de l'abcès s'il en a, les antibacillaires ou les antibiotiques qui sont adaptés, il faudra faire une immobilisation, un repos strict. S'il y a une atteinte neurologique et compression radiculomédulaire, il faudra faire une décompression, une ostéosynthèse si instabilité rachidienne, mettre les antibacillaires ou antibiotiques adaptés, faire une décompression chirurgicale le plus tôt possible en urgence et faire un traitement adjuvant adapté à la cause. Évolution et pronostic. L'évolution naturelle se fera par une destruction sévère des corps vertébrales plus une déformation en syphose, une atteinte médulaire ou rachidienne. L'évolution sous traitement, elle est régulièrement le plus souvent favorable. La mortalité est estimée à 1,6%. L'évolution radiologique sous traitement montrera une stabilisation des lésions lithiques et condensation progressive périphérique sans fusion intercorporeale. En conclusion, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une affection fréquente. La stratégie diagnostique et thérapeutique doit être bien codifiée, d'où le grand intérêt de l'enquête bactériologique. La prise en charge favorable de ces infections est due au progrès des traitements anti-infectieux, avec une performance de l'imagerie pour un diagnostic précoce. Je vous remercie. J'ai fini, docteur Hugues. Ah, excusez-moi, je parlais, mais j'ai oublié que je n'ai pas fermé, j'avais fermé mon micro et je parlais, je crois que vous m'attendiez. D'accord. Ok, je disais merci beaucoup. Merci, docteur Credo, pour le temps consacré et avoir été succinct et nous permet de vite finir avec ça pendant que vous ne faites qu'à d'autres préoccupations. Donc, je pense que la présentation a été succincte et très claire. Je vais juste souligner quelques points pratiques avant de laisser la parole aux autres pour qu'ils puissent ajouter quelque chose s'ils ont des observations à faire par rapport à ça. Donc, bon, le plan est bien, le plan est très bien. Et, là où vous avez parlé de bilan biologique par rapport à la clinique, là aussi, je suis d'accord. Le bilan biologique peut être retardé, et même si le bilan biologique ne montre pas de modification, la clinique doit être beaucoup plus privilégiée pour prendre la décision. Dans la pratique, oui, voilà. Donc, dans la pratique, il ne faut pas oublier l'hémoculture. Nous faisons l'hémoculture pour rechercher s'il y a en temps un germe, puisque la dissémination aussi est hématogène. Donc, nous faisons l'hémoculture et suivi aussi de la biopsie. Parce que vous avez présenté dans la clinique que le patient peut se présenter avec des syndromes lésionnels et sous-lésionnels, puisque ça peut donner lieu à une compression. Donc, on profite de la biopsie pour, s'il y a souvent avec les épidurites, on essaie de prélever l'épidurite et ça permet aussi de comprimer un peu. Le matériel obtenu pour de la biopsie est envoyé à la bactérie et à l'anapathe et on attend le résultat pour voir si le gène espèce sera positif pour qu'on puisse démarrer le traitement anti-tuberculeux. Voilà, pratiquement, donc, on prélève, on fait l'hémoculture, la biopsie, et ça permet aussi de décompresser en même temps. Et puis, lorsqu'on a le résultat, maintenant, on commence la thérapie antituberculeuse. Si on n'a pas de BK qui a identifié, si c'est des gènes négatifs, alors là, on débute, on continue le traitement, probabilise qu'on a déjà commencé. Donc, à ce niveau, voilà ce qu'on peut ajouter. Retard d'atteinte discale, oui.
on peut avoir de retardation discale, on peut même avoir uniquement une spondylite, comme vous l'avez su bien souligner. Ramenez s'il vous plaît le tableau comparatif que vous avez fait là. Un très bon tableau que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Voilà, très bien, un très bon tableau comparatif de spondylodicite à germe banal et au BK. Donc, ce tableau, c'est bien pensé, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ce tableau ici? Je voulais parler de les signes généraux plus marqués, oui. Perturbations biologiques, l'évolution. Bon, en général, la spondylocyte tuberculeux, on ne peut pas dire que c'est le début, ça a un début, ça peut venir, hein, le patient peut venir avec, peut vous décrire un début qui n'est pas aussi progressif que ça. OK. Et la plupart des patients, il y a beaucoup plus de patients qui n'ont même pas de notion de comptage, ou bien qui ignorent, ou qui n'ont pas d'antécédents de tuberculose. Voilà. Donc, la porte d'entrée dans la pratique, la porte d'entrée est aussi variable pour les spondylodytites tuberculeuses que aussi pour les germes banals, c'est aussi variable. Il y a beaucoup de patients qu'on a reçus, traités, qui ne reconnaissent pas avoir été en contact avec une tuberculose, qui n'ont pas de tuberculose pulmonaire non plus, et qui se retrouvent avec une spondylodytite tuberculeuse. Le schéma thérapeutique, à ce niveau, vous avez déjà tout dit. Je vais juste compléter que dans la pratique, il est conseillé de faire un bilan hépatique chez ces patients avant de démarrer l'anti. Bon, il y a d'autres qui font un bilan hépatique avant de commencer les antibacillaires et ils doivent refaire un bilan, un autre bilan hépatique à J+3 de l'antibacillaire. Si nous avons des transaminases qui sont inférieures à 3 à 5 fois de la normale, je pense que ça peut aller, ce n'est pas encore grave. C'est quand les transaminases dépassent 3 fois, 5 fois la normale que là, il faut qu'on passe s'inquiéter et appeler les collègues de la spécialité qui s'en chargent. Donc, je pense que c'est ce que je pourrais ajouter à votre présentation qui est vraiment succinct et très bien correct. Merci beaucoup pour le temps pris pour préparer cette présentation et le temps aussi réservé pour la présenter aussi brillamment. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à ceux qui sont avec nous, les collègues qui sont avec nous, s'ils ont des apports ou des questions à poser par rapport à ce qui a été présenté, on les écoute. Merci. Nous avons Laté qui est là, on a Nikez, nous avons Boladji, Dr François, Dr Bola, Dr François qui est en bas là-bas. Je ne vois pas. Voilà, on a Dr Dosso aussi qui est là. Donc, on vous écoute si vous avez des apports. Bon, c'est vrai que beaucoup ont rejoint vers la fin, mais bon, s'il y a des choses, s'il y a des questions ou quelque chose que vous voulez demander, allez-y. Alors, vous m'écoutez? Oui, oui, oui. S'il n'y a pas de questions ni d'apport, bon, je pense que bon, on va rapidement passer à autre chose. Je remercie Credo pour la présentation. C'était vraiment succinct. C'est vrai, j'ai rejoint la présentation en cours. La biopsie, vous êtes déjà revenu dessus. Lui-même, il en a parlé, mais beaucoup plus vers la fin de sa présentation. Je pense que c'est déjà dans la présentation, dans les examens qu'il fallait déjà parler de la biopsie. Exactement. Et voilà, donc en dehors de ça, je vais revenir sur la conduite thérapeutique, notamment dans le cas des spondylodytites non tuberculeuses. Il faut bien définir la durée du traitement de l'antibiothérapie. Même si c'est d'abord probabiliste, il faut savoir que ça se fait au moins sur 6 semaines plus tôt, avec un bilan hépatique avant le début du traitement et un bilan hépatique 2 fois par semaine lors du traitement pour suivre l'évolution et ajouter la CRP et la vitesse de sédimentation. Au niveau de la paraclinique, l'imagerie, il a montré une très belle image de ce qu'on appelle image en miroir qui est beaucoup caractéristique des spondylodytites.
bien qu'il n'a pas insisté sur cela. Donc, je voulais revenir par rapport à ça. Merci. Merci, docteur Dossou, merci beaucoup. Je pense que c'est les apports, il n'y a pas de questions, donc on évolue. Quelqu'un d'autre a quelque chose à compléter, s'il vous plaît? Bonsoir à tous, bonsoir Dr. Hugues, merci Credo pour la présentation. Moi, j'ai vraiment rejoint en cours de route, donc je n'ai pas suivi grand-chose. Et les apports que je voulais faire étaient déjà donnés par Wilfried, donc merci beaucoup. Merci, Dr. Laté. Dr. Niquez. Bonsoir à tous. Merci pour ça. Le gars, il était déjà sur la conclusion. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, je ne sais pas s'il en a parlé dedans là-bas. J'ai l'impression, depuis qu'on en parle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de purement médical. Je voudrais savoir quoi l'intérêt Dr. Niquez, on dirait qu'il y a un problème de connexion, vous n'entendez pas bien. Oui. Oui, allez-y. C'est quoi l'intérêt de quoi? Oui. L'intérêt purement neurochirurgique, c'est neurochirurgical plutôt. C'est ça, moi, j'aimerais savoir concernant ce thème-là. L'intérêt neurochirurgical, c'est que ce sont des pathologies qui, comme l'a dit le présentateur, sont des pathologies qui sont la cause de compression médulaire. Vous pouvez avoir le patient avec un syndrome rachidien lésionnel sous-lésionnel. Par exemple, peut se présenter avec une paraplégie, une paraparésie. Vous voyez? C'est pour cela que cette pathologie est orientée vers la neurochirurgie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la biopsie qui est prévue déjà dans la partie diagnostic, on fait la biopsie pour avoir du matériel pour envoyer pour le diagnostic. Au cours de cette biopsie, s'il y a des épiduries qu'on peut évacuer, on les évacue, ça diminue déjà la compression. Ça relâche un peu la moelle. Et aussi, bon, il y a des cas où, carrément, au lieu d'aller juste faire une biopsie, on programme le patient et s'il y a déjà de déformation ou bien de problème de stabilité au niveau du rachis, on lui fait carrément une osseo-synthèse avec de l'amyotomies. Donc, ça se fait aussi directement comme ça. Et après l'opération, on prend le prélèvement qu'on envoie au laboratoire, on attend le résultat afin de mettre en place le traitement. Donc, l'intérêt de cette pathologie en neurochirurgie, c'est la souffrance de la moelle que ça peut causer. Effectivement, il en a parlé, c'est pas suffisant. C'est bon? Ok, c'est tout, oui, c'est tout. Ok. Merci beaucoup. Il y a Dr. Bola qui vous dit quelque chose. Dr. Bola dit, Dr. a déjà parlé. Dr. Laté aussi. Bon, je pense que c'est bon. S'il y a un peu autre chose, merci beaucoup. Merci, merci. Mais néanmoins, je voudrais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Au niveau de